Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes en plein dans l'automne, il pleut à verse dehors et Exactement. on a décidé de vous concocter du coup des petites recommandations. Spécial automne. C'est ça. Donc on s'est donné une liste de 10 mots pour faire des thématiques qui nous font penser à l'automne et on a essayé de sélectionner des livres en fonction. Voilà. On va commencer avec le premier et on s'est dit que pour l'automne, on pouvait vous parler de la forêt. Puisque les balades en forêt l'automne, c'est trop chouette. Très chouette. Alors j'ai vu la première et j'ai une duologie à vous proposer sur ce thème-là. Gilded de la Queen Marissa Meyer. Je pense que je vous en ai déjà parlé, à mon avis, quand je l'ai lu l'année dernière, celui-ci. Ça va bientôt faire 1 an. Donc c'est en 2 tomes, Cursed. Je crois que le tome 1 est sorti en poche d'ailleurs, oui, je l'ai vu, il me semble. Chez De Saxus. Et pourquoi est-ce que je l'ai sélectionné pour la forêt? Parce qu'en fait, la forêt a une très grande place dans toute l'histoire. On est dans une réécriture de conte. D'ailleurs, le personnage principal vit dans la forêt, enfin dans un village, mais aux abords de la forêt. Et il y a plein de traversées de la forêt au fur et à mesure de l'histoire. Et c'était un très gros coup de cœur pour cette petite duologie très adulte de Marissa Meyer, contrairement à ses autres sagas. Pour vous refaire l'histoire très rapide, on suit la fille du meunier qui s'appelle, je sais plus, Serilda, qui a 2 yeux différents et c'est un peu étrange. Et elle raconte tout le temps des histoires, elle a la langue bien pendue et l'imagination qui est débordante. On est dans un monde où certaines nuits, il faut faire attention puisqu'il y a des chasseurs qui sortent. Et un jour, elle va sortir au milieu de la nuit parce qu'elle entend quelqu'un taper à sa porte, elle va vouloir l'aider et elle va tomber sur la fameuse chasse, je sais plus exactement comment elle s'appelle, mais c'est la chasse nocturne un peu magique et elle va se retrouver embarquée dans une histoire qui va un peu la dépasser. Voilà. C'est très sombre, parfait pour l'automne et le début de l'hiver. Il y a un côté très un peu horrifique au début, mais ça fait pas peur pour autant. Et puis on est vraiment dans une réécriture du conte de Rumpelstiltskin, je sais jamais le dire. Bravo. un peu revisité, un peu surprenant, et voilà, c'est fait en 2 tomes. Voilà, ils sont épais, mais c'est de Saxus, donc en fait ça se lit assez vite. Et j'avais beaucoup aimé cette petite lecture. Et de mon côté, autre ambiance, je vous propose La Voix des Oracles de Estelle Faye. C'est une trilogie dont ici je n'ai que le tome 1. Mais tout est sorti, tout est paru en poche également. Donc pour les petits budgets, pour les gros budgets, comme vous voulez. C'est paru chez Scrineo il y a un petit moment maintenant. Mais vraiment, je suis absolument fan de ces couvertures. C'est ça qui m'avait vraiment accrochée à l'époque. Et Estelle Faye, j'aime énormément sa plume. Donc il y avait tout pour me plaire et effectivement ce tome 1 m'a énormément plu lorsque je l'ai lu. Donc je vous le recommande chaudement, même si je vous avoue que je l'ai lu il y a un petit moment. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de croire que je me souviens de l'histoire. Absolument pas, je vais vous lire le résumé en 4e de couverture, ce sera beaucoup plus parlant. Hein, voilà, donc ça se passe dans la Gaule du 5e siècle. Cerné par les barbares, miné par les intrigues internes et les jeux du pouvoir, l'Empire romain, devenu chrétien depuis peu, décline lentement. Les vieilles croyances sont mises au rebut, les anciens dieux se terrent au fond des bois, des montagnes et des grottes. Les devins sont pourchassés par la nouvelle église. Tia, fille de l'illustre général romain Gnaeus... Je crois que c'est ça le nom. Gnaeus Sertor, a toujours su qu'elle était une oracle. Il lui faut vivre loin de Rome, presque cachée en Aquitania, perdue au milieu des forêts. Vous voyez le thème. Que faire alors quand son père, son protecteur, tombe sous les coups d'assassins à la solde de son propre fils? Il faut fuir, courir derrière la seule chance qu'elle a de le sauver, se fier à ses visions et aller vers Brogg, dans les montagnes du Nord, là où autrefois Gnaeus a vaincu les Vandales. Et peut-être, le long de ce chemin pavé d'embûches et d'incroyables rencontres, voir le passé refaire surface et réécrire l'histoire. Voilà. Ambiance Gaule, voilà, légende romaine, etc. Vraiment très sympa. Et la plume d'Estelle Faye, on a l'impression de plonger dans un film tellement c'est visuel, tellement c'est beau. Enfin, voilà. Donc je vous recommande très chaudement La Voix des Oracles. Trilogie complète, déjà parue. Vous pouvez foncer, allez-y.
Le deuxième mot-clé était brume. Oui. Et alors il tombait à pic puisque je viens tout juste de terminer Camera Obscura, je l'ai terminé ce matin. Et quand on a fait la liste hier, ça m'a semblé évident que j'allais vous parler de ce livre de Maëlle Dessart. Donc c'est le tout dernier Maëlle Dessart qui est sorti chez Rajo. C'est en un seul tome et gros coup de cœur. Vraiment, Maëlle Dessart, valeur sûre hein, pour moi, il n'y a pas de doute. Et comme je lui disais, on l'a rencontré en dédicace hier. Je trouve que dans ce tome-là, il y a sa plume qui... Enfin déjà dans Bretzel Break, je l'avais senti. Mais voilà, sa plume a vraiment mûri et on sent que c'est plus son premier roman et c'est plus subtil, c'est beaucoup plus construit. Non pas qu'Esther Parmentier n'était pas subtil et pas construit, mais voilà, on sent quand même qu'il y a une évolution. Et j'ai adoré. Et pourquoi la brume? Et bien parce qu'on est au 19e siècle, on est en 1800, après 1850, je me souviens plus exactement de la date. Et c'est une uchronie. Elle part d'un fait qui s'est passé... Enfin, faut quand même le raconter parce que c'est très drôle, mais je vous invite à aller sur son compte Instagram pour plus de détails. Mais en gros, il y a une année à Londres où, suite à pas mal de soucis, notamment les égouts qui n'existaient pas encore, Londres s'est retrouvé empesté, il a fait très chaud, et en fait les gens jetaient leur déjection dans la Tamise, et voilà, ça a mal tourné, littéralement. Ça a été catastrophique et le Parlement s'est emparé de la chose et puis bon, bah, les égouts ont été creusés et puis voilà, on n'en a plus entendu parler, mais elle part du principe qu'il ne s'est pas tout à fait passé ça dans la vraie histoire de son livre et que finalement il s'est peut-être passé des choses sur ce qu'on a trouvé dans la Tamise. Et on est dans un Londres qui, 2 ans plus tard, est recouvert d'une brume. Le soleil ne vient plus du tout percer à travers cette brume. Une odeur pestilentielle continue de sévir sur la ville, mais ça s'est un peu calmé quand même par rapport à ce fameux été. Et on va suivre un jeune homme qui a 19 ans, qui s'appelle Léandre, qui est un jeune aristocrate, futur duc, qui fait des études de médecine dans l'espoir de sauver sa sœur qui est malade. Et il va rencontrer une journaliste assez intrépide qui va finalement l'aider parce que la maladie de sa sœur est fortement liée à cette fameuse brume. Et donc du coup, ils vont pouvoir collaborer pour essayer d'enquêter et de comprendre ce qui se passe plus particulièrement. Voilà, c'est un peu l'ambiance. Donc une ambiance aussi un petit peu gothique. Charlie qui fait des bêtises. Elle a plus les chaises pour pouvoir sauter sur... Et du coup, elle trouve pas de solution. Elle avait soif, la pauvre. Elle a trouvé sa solution, c'est bon. Et donc, on va suivre Léandre à travers ses recherches avec cette journaliste. Il y a aussi un prêtre à un moment qui va se mêler à tout ça. C'est très très drôle. Winifred, la journaliste, a un humour, enfin une façon de parler absolument décapante. J'ai une toute petite citation pour vous. En fait, elle n'arrête pas de lui donner des noms d'oiseaux quand il ne fait pas ce qu'elle veut qu'elle fasse. Voilà, elle est très autoritaire. À un moment, elle lui dit qu'il a une moue aristocratique. Comme si nous sentions tous le purin. Et Léandre répond « Je fais vraiment ce genre de tête? Si je vous le dis, vous dites beaucoup de choses, Miss Winifred, mais si je n'avais dû toutes les prendre en compte, je me serais déjà jetée dans la Tamise depuis longtemps. » Voilà. Ils ont une super relation, évidemment, c'est aussi une histoire d'amour qu'il y a derrière. Bref, j'ai adoré. C'était vraiment très chouette. Et de mon côté, je pars sur du manga avec la série Beyond the Clouds, qui, là, il y a les 3 tomes que Claire a, mais il y en a 5 en tout. C'est fini, il y en a 5 et c'est fini. Voilà, vous ne vous lancez pas dans une série manga à rallonge si vous commencez Beyond the Clouds, ne vous inquiétez pas. Et ils sont tous parus. Donc voilà, encore une fois, allez-y, foncez. Pourquoi brume? Parce que on y suit l'histoire de Théo, qui est un petit garçon qui vit dans une ville où il y a une sorte de brume jaune qui entoure la ville, qui est très industrielle, où il y a un dépôt, etc. Et lui, il adore aller dans ce dépôt pour essayer de trouver des trésors, des merveilles, etc. Et en faire des objets après, parce qu'il bricole énormément, il adore ça. Et un jour, dans ce dépôt, il va tomber sur une petite fille avec une aile. Donc voilà, tomber du ciel.
Et à partir de là, donc il va s'occuper de cette petite fille, et il va essayer aussi de l'aider à retrouver la mémoire, à savoir d'où elle vient, essayer de la renvoyer là où il faut qu'elle soit, etc. Et donc ils vont partir tous les deux dans une quête, donc cette petite fille qui s'appelle Mia, et il va lui construire une aile, enfin voilà. Donc c'est extrêmement poétique. C'est une petite aventure avec deux enfants absolument incroyables. Leur amitié, voilà, la relation qu'ils ont jusqu'au bout, c'est pépite. Et ils vont rencontrer des personnes en chemin, ils vont apprendre plein de choses, ils vont se découvrir. Enfin voilà, c'est vraiment une série de mangas absolument incroyable, très poétique, très bienveillante, très belle. Enfin les illustrations, je peux vous montrer quelques planches. Voilà, on est sur ce style-là. Donc expression des personnages magnifiques, très incarnés. Bref, et puis les paysages aussi. Voilà, donc je ne peux que vous la recommander. C'est en 5 tomes et c'est fini. Voilà. Et c'est chez Kiyun. C'est écrit et illustré par Nick. Le prochain thème, parce que pour nous, l'automne c'est aussi un peu Halloween, donc qui dit Halloween dit créature maléfique. Voilà. Il y en avait plein, il y avait plein de choses possibles et pour ma part j'ai décidé d'aller sur un truc peut-être un peu différent mais que je trouve que c'est une belle lecture d'automne et puis surtout c'est une belle lecture tout court et je voulais vous en parler, c'était un peu l'occasion. C'est Quelques minutes après minuit de Patrick Ness, donc là que j'ai en version poche, vous voyez que j'avais acheté à Book Off, bref voilà, vous pouvez le trouver facilement et qui est absolument merveilleux. C'est un très beau livre, très bien écrit, très poignant. Je me souviens l'avoir lu en une après-midi parce que j'arrivais plus à le lâcher. J'ai fini en larmes totales, je vous préviens. C'est très dur, c'est des sujets assez durs. Je peux pas tous vous les dire parce que tout repose sur le fait que en fait, c'est une image pendant tout le long et à la fin on comprend ce qui se passe. On suit du coup Connor qui est un garçon de 13 ans et sa maman est malade, il vit tout seul avec elle. Il y a un grand arbre qui est en face de sa fenêtre qui un jour prend vie, vraiment sous forme de monstre qui du coup se met à lui parler et en fait il lui propose de lui raconter des histoires, des contes. Et donc nuit après nuit il va lui raconter en tout je crois 3 contes si je ne me trompe pas. Et en fait à chaque fois les contes sont assez surprenants, la chute, la morale est assez surprenante, Connor comprend pas très bien. Et voilà, et on le suit là-dedans et on le suit dans sa vie qui prend un tournant un peu compliqué puisque sa mère est de plus en plus malade. Et voilà. Bon, je pense que vous voyez un peu quels thèmes vont être abordés dans le livre. Et c'était en fait c'était une merveilleuse façon d'imager tout ce que vivait à ce moment-là Connor et en fait de l'aider à accepter certaines choses. Enfin bref, vraiment c'est une pépite. D'ailleurs c'est un livre qui a reçu il y a pas mal d'années, pas mal de prix, justement parce que, enfin, je sais pas comment le décrire tellement c'était beau. Voilà. Et de mon côté, pour les créatures maléfiques, je vous recommande Bépocalypse d'Ariel Holz. C'est un de ses livres parus à l'école des loisirs, donc un peu plus bas en âge que ses livres young adultes. Il écrit beaucoup plus pour les young adultes, mais il a écrit quand même quelques romans adolescents et celui-ci en fait partie. Et ça a été une trop chouette lecture. Encore une fois, ma mémoire de poisson rouge, je ne vais pas vous faire l'affront de tenter de vous faire un résumé. Je vais vous lire la 4e de couverture. Mais en gros, on y suit une bande d'amis, donc c'est ces 3 personnages qui sont là. Et en particulier Sam, une jeune fille, Samsara, qui vont devoir affronter des monstres. Et si mes souvenirs sont bons, la question derrière que pose Ariel Holz, c'est qui sont vraiment les monstres. Voilà. Donc la 4e de couverture nous dit: pour se rendre au lycée, Samsara n'oublie jamais sa batte de baseball, ses talismans et son couteau de chasse. Tout ce dont elle a besoin pour affronter les animaux mutants, les fantômes et autres créatures qui ont envahi les rues de Concordia. Sam sait y faire. Il y a 8 ans, elle a survécu à l'apocalypse et aux bouleversements qui ont suivi. Aujourd'hui, nouveau défi. La ville vient de lever la quarantaine de l'ancien parc public, contaminé lors de la fin du monde, et s'apprête à accueillir ses habitants. Certains affirment qu'ils auraient muté, d'autres s'interrogent sur ce qu'ils auraient mangé pour survivre, ou qui. Les jumeaux que Sam voit débarquer dans sa classe sont loin de faire taire les rumeurs. Peau diaphane, yeux rubicons, dents acérées.
Très vite, ceux qui se moquent d'eux ou les prennent à partie sont les victimes d'incidents inexpliqués. Tout semble accuser les nouveaux venus. Mais dans une ville comme Concordia, peut-on se fier aux apparences? Une seule façon de le savoir, braver les dangers des quartiers interdits, au risque d'y perdre la vie. Voilà. C'était vraiment une très très chouette lecture. Ariel Holz sait quand même nous concocter des histoires très vivantes, très rythmées, avec des personnages hyper attachants. Même si c'est pas mon préféré, parce que je pense que je le préfère quand même dans ses romans young adultes que plus jeunes. C'est une trop chouette lecture et ça plaira, je pense, beaucoup aux adolescents entre, je dirais, 12 et 15 ans, quoi, à peu près. Qui aiment un petit peu les monstres, qui sont pas... Voilà, je me souviens d'une sorte d'araignée géante. Voilà, pour ceux qui en sont phobiques. Je vous préviens. Mais c'est très chouette. Alors ensuite, qui dit automne, dit qu'on se rhabille un petit peu plus. Et qui dit plaid, pull, trucs doudou, tout ça. Moi, c'était un peu tiré par les cheveux. En fait, c'est surtout que quand je pense à ça, je me dis quel genre de livre j'ai envie de lire. Et en fait, le Cozy Mystery, évidemment. Et en particulier les détectives du Yorkshire. Surtout que je crois qu'il y a un des tomes qui... parce que c'est au fur et à mesure de l'année, enfin, on traverse un peu les mois, donc il y a certains tomes qui se passent aussi en hiver, en automne, en été, etc. Je crois que celui-là, par contre, c'est l'été. Automatiquement, j'ai pensé à ça. Je voulais absolument quand même mettre du Cozy Mystery sur une vidéo d'automne. Ça me semblait indispensable. Donc j'ai trouvé mon excuse. Et très rapidement, si vous ne connaissez pas les détectives du Yorkshire, donc rendez-vous avec le crime, et à chaque fois c'est rendez-vous avec quelque chose. D'ailleurs le dernier tome va sortir là, je me demande s'il n'est pas déjà sorti d'ailleurs. Voilà. En tout cas là c'est cet automne que le dernier paraît, et d'ailleurs Julia Chapman, qui est l'autrice, qui est anglaise, fait une tournée en France. Elle passe pas par Paris, mais elle passe dans plein de villes de province, donc voilà, si jamais vous aimez bien les détectives du Yorkshire, vous pouvez tout à fait la rencontrer. Je pense qu'elle est très sympa. Il y avait eu aussi un téléfilm que j'ai pas du tout regardé, un téléfilm français qui avait été fait sur la saga. Et donc là, qui dit Cozy Mystery dit petit meurtre. On suit du coup le personnage de Delilah qui vient de divorcer, pour qui c'est pas hyper facile. Elle travaille dans un peu les milieux informatiques et elle lance un site internet de rencontres et débarque dans la ville le beau Samson O'Brien qui avait quitté le petit village du Yorkshire pour aller à Londres et pour devenir détective. Enfin, je crois qu'il a même fait l'armée si je me souviens bien. Et il revient, il a besoin d'un logement, il trouve du coup à louer chez Delilah. Ils se connaissaient, il se trouve que Samson était le meilleur ami de son grand frère qui est décédé à la guerre. Et il va y avoir un meurtre, alors je sais même plus qui meurt. Pour vous dire à quel point dans les Cozy Mystery c'est pas forcément le plus important. Mais il y a un meurtre et en fait Delilah se retrouve à enquêter parce qu'en fait je crois que son agence de rencontre est plus ou moins mêlée. Voilà, je crois que c'est quelqu'un de son agence qui est tué. Et voilà, donc elle va mener l'enquête et puis Samson va se retrouver mêlé à tout ça également. Et puis évidemment c'est elle qui va résoudre l'enquête et absolument pas la police. Et voilà, et donc il va y avoir pas mal de tomes. Dans le tome 2, il y a aussi son père qui a une forte présence avec un groupe de retraités. Enfin, c'est tout ce qu'on aime. C'est absolument trop mignon, trop doux. Enfin, c'est très doudou malgré le meurtre. Voilà, c'est des petites enquêtes, c'est pas les enquêtes du siècle, mais on passe un bon moment. Puis mine de rien, ils sont assez longs quand même, ces romans. Parce que c'est vrai qu'il se passe quand même pas mal de choses. Et puis il y a toujours le fil rouge avec l'histoire de Samson qui est en fond. Pourquoi est-ce qu'il est revenu, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Voilà. Et de mon côté, je vous présente un manga, encore, Fangirl, que j'ai ici en anglais. Vous voyez l'ambiance tout à fait automnale, et ce qui m'a fait penser à Pull Écharpe, c'est ça, vous la voyez là, voilà, avec sa belle écharpe. Donc c'est en 4 tomes, le 4e vient de sortir, je viens de me le procurer en anglais, je suis trop contente, donc j'ai les 4. Et à chaque fois ça suit une saison, donc là on est en automne, là on est en hiver, là au printemps, et enfin en été. Et la bonne nouvelle pour ceux qui ne souhaitent pas, qui ne lisent pas du tout en anglais,
même si c'est tout à fait abordable parce qu'il n'y a pas non plus trop de texte, c'est que Delcourt lance une nouvelle collection qui s'appelle Waves, et le premier tome qu'ils font paraître dans cette nouvelle collection, c'est Fangirl, le tome 1. Donc vous pourrez vous le procurer, puisque quand la vidéo sortira, il sera déjà en librairie. Donc foncez, parce que c'est une vraie pépite. Alors, de quoi ça parle? Fangirl, à l'origine, c'est un roman de Rainbow Rowell, que j'avais lu adolescente, en fait, il y a très longtemps. Et j'avais adoré. C'est une jeune fille qui se retrouve à l'université. Elle était très proche de sa sœur, mais le fait d'arriver à l'université, sa sœur va dire stop, là on arrête, faut aussi que tu me laisses vivre ma vie et que tu vives toi tes propres expériences avec tes propres amis, etc. Et Kat, elle, elle a du mal un peu avec ça parce qu'elle est très introvertie. Ce qu'elle adore, c'est écrire, et elle est absolument fanat d'une série, petit clin d'œil à Harry Potter, la série à succès de Simon Snow, et du coup elle écrit de la fanfiction autour de cet univers et de ces personnages-là. Voilà. Il se trouve qu'elle va se retrouver en colocation avec, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est elle, voilà, sa coloc, qui va essayer un peu de la sortir, de lui faire rencontrer des gens, et notamment Nick, je crois que c'est Nick. C'est Nick, hein. Souvent de Nick d'ailleurs. Ouais. Qui est un de ses ex, meilleurs amis, etc., qui passe énormément de temps dans leur chambre de coloc. Et voilà, il va y avoir une petite romance qui va se développer, et c'est trop chouette. Trop chou. Vraiment une romance adolescente, moi, que j'avais adorée à l'époque, et que là je trouve hyper bien retranscrit en manga. Je suis archi fan des illustrations, des planches. Ils ont aussi illustré sa fanfiction de Simon et Baz. Oui, hop. Bref, c'est extrêmement bien fait, je trouve, et j'ai trop hâte. Là, je pense que je vais me les refaire tous pour pouvoir enchaîner avec le 4 et tout finir. Voilà. Alors maintenant, nouveau thème. Qui dit automne dit le retour de la pluie. Enfin, cette année, la continuité de la pluie. Alors c'était un thème pas facile, pour être honnête, parce que voilà, se souvenir dans quel livre il a plu, c'est pas évident. Et j'ai ressorti pour ma part Ils étaient 10 ou Les 10 petits nègres de Agatha Christie. Donc là j'ai la version livre de poche jeunesse, puisque ça finit sur un orage. Voilà, ils sont coincés sur l'île, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et voilà, comme le Cozy Mystery, je trouve qu'Agatha Christie ça se prête particulièrement à des lectures d'automne, même s'il y a Les vacances d'Hercule Poirot, qui est plutôt à lire par exemple l'été. Il y en a quelques-uns comme ça, Mort sur le Nil aussi, voilà. Bon, bref, bon, Agatha Christie c'est un peu pour toutes les saisons en vrai, mais, je voulais vous parler plus particulièrement quand même de Ils étaient 10, parce que c'est vraiment le roman qu'Agatha Christie dit avoir le plus abouti en termes d'intrigue et d'enquête policière. D'ailleurs il y a une petite lettre au début du roman, enfin, qu'ils ont retranscrit dans cette édition-là. J'avais écrit ce livre comme une gageure, et ce pour l'excellente raison que l'effarante difficulté de sa conception me fascinait. 10 personnages devaient mourir sans que cela devienne ridicule, ni que l'identité du meurtrier soit trop évidente. Voilà, donc elle a fait un très gros travail sur cette histoire-là, et c'est vrai que il est impossible à deviner, je pense. Et en même temps, quand on connaît le coupable, on dit bah oui, C'est évident. bah oui, ça fonctionne. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le pitch de Ils étaient 10, c'est 10 personnes qui ne se connaissent a priori pas, qui sont invitées sur une île qui est tenue par une très riche personne, très mystérieuse, dont on ne connaît pas vraiment l'identité. Et elles vont se retrouver là, et en fait ils vont mourir les uns après les autres. Et donc il y a la tension qui augmente au fur et à mesure du roman, parce qu'on se dit mais qui va être le suivant, qui est le tueur? Moi ça m'a fait un peu froid dans le dos à certains moments sur la fin, tellement c'est bien fait, parce que vraiment on est dans une ambiance qui devient de plus en plus lourde, et on comprend que ces 10 personnes ne sont pas là par hasard, et qu'il y a peut-être des connexions, qu'il y a peut-être des choses qui expliquent aussi la raison pour laquelle on les... Voilà. Voilà, donc si vous n'avez jamais lu d'Agatha Christie, vous pouvez commencer par celui-ci, qui est, je trouve, très différent de ces Hercule Poirot ou même de ces Miss Marple.
qui voilà, fonctionne très bien tout seul et qui vous donne un peu une idée de comment elle construit son intrigue, etc. Et c'est vrai qu'en termes d'ambiance, il est très poussé. De mon côté, je vous présente Blackout de Brian Selznick, qui est une véritable pépite. Alors Brian Selznick, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il écrit des romans qui sont des briques, mais qui se lisent très vite, puisque la moitié, ce sont des planches illustrées en noir et blanc. Voilà, là c'est un œil. C'est peut-être pas le dessin le plus... Voilà, il y a en fait, et c'est une narration à double voix entre les illustrations et les passages de texte. Voilà. Et celui-ci, donc c'est le premier et le seul pour l'instant que j'ai lu de Brian Selznick, mais ça a été une lecture incroyable par cette double narration et par l'histoire, et parce que du coup en fait il utilise cette double narration pour parler de deux personnages différents, Ben et Rose, qui vont vivre une quête, une enquête, chacun de leur côté. Donc Ben avec des mots et puis Rose avec toute la partie illustrée qui se suffit à elle-même. C'est vraiment un film qu'on voit défiler sous nos yeux, c'est incroyable ces planches illustrées. Et ils vont tous les deux être un peu... Alors il y a en fait une scène au début, parce que pourquoi le thème de la pluie pour ce livre-là? Il y a une scène au début en fait où ils se rejoignent, voilà, ils vivent chacun une fuite suite à un soir d'orage ou un jour d'orage qui va créer un blackout. Ça part de là, sauf que Ben, lui, il vit en 1977 et Rose en 1927. Donc voilà, il y a ces deux histoires parallèles qu'on suit et puis qui se rejoignent à la fin, on comprend pourquoi, comment, etc. Et c'est absolument incroyable. C'est une quête identitaire, c'est une quête familiale aussi. Ben va perdre sa mère et il n'a jamais connu son père. Et Rose, elle vit en orphelinat et elle va fuir de cet orphelinat, je crois, au début du roman. Ça se passe à New York. Je vous invite vraiment à découvrir. Si vous ne connaissez pas Brian Selznick, c'est une narration très particulière, mais vraiment incroyable. Et rien que pour la beauté des illustrations en noir et blanc. Vraiment. Voilà. Le prochain thème, c'est les couleurs, et les couleurs de l'automne, c'est tout ce qui est orange, marron, enfin voilà, les feuilles mortes qui apparaissent dans les arbres et qui tombent. Alors, trouver un livre orange, c'est pas facile. C'était franchement pas facile, mais j'étais quand même très contente de ce que j'ai réussi à trouver, puisque j'ai le tome 2 de La Guerre des clans qui est tout orange, puisque je m'imagine qu'il se passe en automne, je m'en souviens plus. Et ça c'était le tome 1 qui était beaucoup plus en mode été. La Guerre des clans, donc pour l'instant j'ai lu que les deux premiers tomes et il y en a 72 000. Mais c'est une super saga jeunesse. Les deux premiers tomes m'ont vraiment convaincue, c'est chez PKJ, c'est de Erin Hunter, je crois qu'il y a encore des BD, des choses qui sortent, ça fait des années que ça existe. Et c'est pas pour rien que ça fonctionne, franchement, il y a vraiment une raison à ça. Puisqu'on va suivre un petit chat qui s'appelle Rusty, qui est un chat domestique au départ, mais qui a toujours été appelé par la forêt qui était derrière chez lui. Et puis un jour, il va s'enfuir. Moi, personnellement, ça me brise le cœur, mais voilà. Il s'enfuit pour retourner à l'état sauvage et en fait, il va se retrouver dans un clan de chats. Et il va atterrir dans une forêt qui est divisée par clans. Voilà. Et c'est comment devenir, comment s'intégrer dans une société... alors qu'on est différent, qu'on est un chat domestique et qu'on devient un chat sauvage. C'est aussi des histoires de pouvoir, puisque évidemment les clans sont organisés en fonction de beaucoup de choses, des bagarres, de l'ancienneté, etc. Et il va se faire des amis, il va y avoir une histoire de guerre aussi. Voilà, la guerre des clans, quoi. C'est un espèce de mini Game of Thrones en fait, je trouve. Mais version chat. Voilà, version chat, version hyper light, je vous rassure, c'est pour les enfants. Hein. C'est pas, il n'y a pas d'histoire un peu chelou. Mais voilà, il y a une histoire aussi de pouvoir et de comment le gagner, de comment le garder, tout en mettant l'amitié au centre de tout ça, puisque c'est quand même des chats qui vont s'entraider et qui vont devenir amis. C'est vraiment tout mignon. Rusty est un chat absolument...
c'est un chat quoi, donc on s'y attache. Et voilà, et je suis très curieuse de savoir tout ce qui se passe dans les différents arcs, parce qu'il y a plein d'arcs différents, avec des chats différents. Et il y a des changements de clan aussi, je crois, à un moment. Enfin, voilà, il se passe plein de choses. Et je trouve que c'est une belle façon aussi de rentrer pour parce que c'est vraiment... c'est pour les jeunes, hein, c'est à partir de 10 ans, 9 ans, de rentrer aussi dans une littérature un peu d'imaginaire, mais différent. Et puis d'aborder aussi toutes ces questions-là, et puis des belles valeurs. Voilà, donc la guerre des clans. Avec le petit Rusty. Et de mon côté, qui dit orange, dit plein ciel, de Siècle va et le vent, qui est paru aux éditions Big Bang cette année et qui a été un phénoménal coup de cœur pour moi. J'ai ici la belle version de Claire qui n'a pas encore eu son fer abîmé. Non. Je l'avais attention parce que je l'avais mis avec un couvre, parce que je l'ai commencé, mais j'ai arrêté parce que en fait c'est excellent, c'est vraiment très bon, mais j'étais pas du tout dans le mood pour ça. Donc je me suis dit, au lieu de gâcher la lecture et de louper le coup de cœur, je l'ai mis en pause, mais j'ai des couvre-livres pour les livres comme ça avec du fer pour les protéger. C'est bien, il faut, parce que ça part trop vite. Ouais. Et donc cette histoire, donc c'est un livre de fantasy young adulte qui tire un peu vers l'adulte parce que c'est quand même très fourni, très complexe, très riche. Et donc c'est une fantasy one shot, c'est terminé en un tome, ça c'est très cool, d'une autrice française. Et qui tourne autour de l'imaginaire de l'opéra. Et ça j'avais jamais vu ça nulle part. C'est extrêmement bien fait. Tout à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. Alors déjà, les pages de garde sont magnifiques. Mais toute la maquette aussi. Donc ça commence avec un premier acte. Il y a plusieurs actes. On a des petites en-têtes de chapitres qui sont superbes. Et on a entre chaque chapitre des pages comme ça. Un petit peu explicatives, on va dire. Pour qu'on rentre un peu plus vite dans l'univers qui est, je vous l'ai dit, très complexe et très riche, mais sans perturber non plus le rythme du récit. Et ça, c'est très intelligent et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait parce que ça apporte encore plus de richesse à l'univers parce que c'est des documents officiels de cet univers qui nous sont présentés, mais qui nous permettent en fait de comprendre un peu mieux le fonctionnement, la politique, etc. Bref, la plume de Siècle va et le vent est incroyable, très poétique, j'ai adoré. Et alors, ce qui m'a fait complètement chavirer et avoir un coup de cœur phénoménal, c'est à la fois tous les personnages, parce que j'avoue qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le livre. Il faut vraiment s'accrocher parce que, comme je vous l'ai dit, c'est très riche. Et j'avais du mal à comprendre où on allait, les sentiments des uns et des autres, etc. Et en fait, il y a eu à un moment donné un retournement de situation où là, ah ok, on va là, je comprends, c'est bon, j'y suis et c'est parti. Sauf qu'après, toute la fin Siècle va et le vent nous enchaîne les retournements de situation imprévisibles, déchirants et en fait, elle nous retourne comme une crêpe. Voilà, et on se fait balader complètement et c'est extrêmement bien fait, extrêmement touchant, extrêmement... j'ai pas d'autres mots. Mais voilà, ça a été un coup de cœur phénoménal, donc je ne peux que vous le recommander. Alors le thème suivant, petit thème un peu cosy, l'hiver, enfin l'automne, je suis déjà partie. C'est aussi les bougies, le feu de cheminée, tout ça, la chaleur. Et pour ça, je me suis dit que j'allais vous parler de Faucheur de sorcières, le tome 1 de Carissa Wicks, je ne sais pas comment ça se dit, chez Bookmark, et qui en fait aurait pu être un livre aussi d'hiver, puisque il y a des passages où il fait très froid, mais tout le début, et assez régulièrement, en fait ils font des feux pour se réchauffer, puis il y a un feu qui est organisé au début pour une fête, et on y parle beaucoup, voilà, de chaleur, de... Je sais pas, ce que je retiens de ma lecture beaucoup, c'est les températures dans ce livre. Puis alors, il fait chaud à certains moments. Donc voilà, j'avoue que du coup ça est venu assez naturellement de prendre celui-ci. Alors le petit résumé, on suit Raina, qui est une jeune fille qui est muette. Elle n'est pas sourde mais elle est muette, donc elle parle avec ses mains en langage des signes.
et sa sœur a été emportée il y a ça quelques années par le faucheur de sorcières. Le faucheur de sorcières, c'est un personnage un peu mystérieux qui vient tous les ans prendre des jeunes filles et il les emmène au château. Et elle est voilà, très l'esprit de vengeance et elle a l'intention cette année, quand le faucheur de sorcières viendra, de le capturer pour pouvoir aller récupérer sa sœur. Mais les choses ne se passent pas tout à fait bien. Je vous laisse le découvrir. Je me souviens juste que j'étais en train de lire gentiment et puis tout d'un coup je me suis dit bah, qu'est-ce qui se passe là? Et puis paf, l'histoire prend un tournant un petit peu différent de celui qu'on avait imaginé. Et elle va se retrouver à devoir chevaucher avec le faucheur de sorcières, voilà, dans une quête un peu particulière. Et il se trouve que le faucheur de sorcières s'appelle Alexus et est un très jeune homme très charmant. C'est de la romantaisie, hein, voilà, on va pas tourner autour du pot, c'est une histoire d'amour plus. Il va y avoir une énorme tension entre les deux personnages, scène explicite, etc. etc. Mais malgré tout, l'univers est quand même assez développé, même si c'est assez introductif dans ce premier tome et que je serais assez curieuse de lire la suite. C'est une histoire de bataille, il y a un côté très médiéval et puis il y a un côté très magique, très fantastique, avec une quête très particulière qui est vraiment, qui va vous plonger dans quelque chose. C'est pas un coup de cœur, mais c'était une très bonne lecture. Et vraiment je suis très curieuse de voir où ça va aller parce que on introduit certains éléments à la fin de ce tome qui voilà, donne plutôt envie de découvrir la suite. Et de mon côté, bougies, etc., j'ai tout de suite pensé à Défier la nuit, que j'ai terminé récemment, parce que il y a pas mal de scènes où ils sont dans une petite cabane au milieu de la forêt et ils essayent de pas trop se faire repérer, même si ils allument quand même du coup des bougies et ils ont besoin d'allumer un feu avec de la fumée qui sort par la cheminée. Mais ils font attention à pas se faire repérer et puis ils sont dans un coin. Bref, vous voyez le pitch, donc c'est ça c'est ces petites scènes là qui m'ont fait penser à la bougie ou à la cheminée, etc. Ici, donc on est sur un premier tome de série. Les deux autres de la trilogie sont pas encore parus. C'est chez Rajo, c'est de Brigitte Kemmerer, celle qui a écrit la trilogie Un sort si noir et éternel. Qui est ici? Oh, vous voyez, tout. Voilà. Donc là, vous avez parlé parce qu'elle a lu les 3. Moi, je vous avais parlé que du tome 1. Je n'ai toujours pas lu la suite. D'ailleurs, il m'en manque un. Il est chez moi. Et ici, donc on est sur une histoire très différente. C'est un peu une réécriture de Robin des Bois. On est dans un univers où il y a une sorte de maladie, une fièvre qui atteint certaines personnes. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas d'où cette maladie vient. Et par contre, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle peut se guérir grâce à une fleur de lune. Sauf que il y a 2 contrées du pays qui arrivent à faire pousser cette fleur de lune et les autres sont totalement dépendants du coup de ces fleurs de lune qu'ils achètent à des prix qui ne font qu'augmenter au fur et à mesure, donc c'est un peu compliqué. Donc voilà, le roi et le prince ont du mal à se faire apprécier du peuple parce que eux, le peuple, ils ne savent qu'une chose, c'est qu'ils n'ont pas accès à, en tout cas le peuple pauvre, la région pauvre, ils n'ont pas accès à cette fleur de lune et ils meurent voilà, sans que le roi et son frère le prince se soucient totalement d'eux. Et donc dans cet univers, on y suit Tessa, qui est fille d'apothicaire, qui a vu mourir ses parents un jour et qui depuis vole des fleurs de lune pour pouvoir en faire des remèdes et les distribuer à tous ceux qu'elle peut la nuit, sous couvert de la nuit. Et elle se fait aider de Wes, le mystérieux Wes, dont au début on ne sait pas qui c'est. Parce qu'elle nous dit tout de suite qu'ils portent toujours des masques, même entre eux, ils ne savent pas exactement à quoi ils ressemblent, leur vrai nom, etc. Alors Tessa, elle dit qu'elle ne sait pas mentir et du coup elle a donné son vrai nom, mais elle se doute bien que Wes, c'est pas le vrai nom de Wes. Voilà, ça part comme ça, et puis je vous laisserai découvrir la suite. Je vous ai pas montré ce merveilleux jaspage, vraiment j'ai hâte du tome 2, j'espère que ce sera la suite du château. Voilà,
c'était une très très chouette découverte. Alors pas un coup de cœur parce que ça reste pour moi un roman young adulte à l'instar de Un sorcier noir et éternel qui est plutôt basse dans la tranche d'âge, assez... enfin voilà, un peu plus adolescent que young adulte vraiment. Mais ça reste hyper chouette, j'ai dévoré, je me suis accrochée tout de suite au personnage. Parce qu'on suit du coup le point de vue de Tessa et du prince Korik, le frère du roi du coup. Et ils sont hyper intéressants. Puis il y a toute cette intrigue autour de qui est Wes. Bon. On se doute très fortement. Je l'ai pas lu, mais je crois que j'ai deviné. Sait, voilà, on le sait. Même si elle arrive quand même à nous faire douter au début. Rien de mirobolant. Mais c'est pas grave, on aime bien quand même découvrir et suivre l'histoire. Et laisser Tessa aussi découvrir. mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette. La romance est toute doudou, choupi d'amour. Et puis tout l'univers est quand même assez cosy, même si il y a une ambiance de maladie qui règne, de peuples qui se révoltent, des conseillers, des ducs qui sont mystérieux, certains exécrables, d'autres on ne sait pas trop sur quel pied ils dansent. Bref, elle nous introduit vraiment une histoire ici dans ce premier tome qui, alors un peu comme Un sorcier noir et éternel, à la fin de ce premier tome on pourrait presque s'arrêter là et se dire ok, on a vu l'histoire, même si elle nous ouvre vraiment, et enfin c'est pas fini, on sait que c'est pas fini, il y a toujours la maladie, il y a toujours des intrigues qui on sait pas trop encore ce qui se passe derrière, mais je trouve que c'est une histoire quand même qui se finit, on va dire, à la fin de ce premier tome. Et donc ça c'était trop chouette. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de la suite parce que je pense que j'ai pas eu du tout de sentiment de longueur, comme j'avais pu avoir dans le premier tome d'Un sorcier noir éternel. Donc voilà, très très chouette série et je vous recommande. Alors évidemment, qui dit automne dit Halloween, mais dit aussi ambiance gothique. C'est un peu la seule période de l'année où l'ambiance est un peu gothique. Et donc, petite sélection, pour ma part, j'étais obligée de vous parler quand même de Anatomy Love Story et Immortality. Donc c'est une duologie de Anna Schwartz chez Albin Michel. Dana Schwartz. Et que j'ai lu l'année dernière, pas du tout en automne, en plein milieu de l'été. Mais j'étais à Édimbourg, le tome 1, ou le tome 2, je sais plus. Donc il y avait, ça passait. Je crois que c'était le tome 1. Et d'ailleurs, c'était très drôle parce que ça se passe à Édimbourg également. Donc du coup, j'ai été un peu sur les traces de... Comment elle s'appelle? Hazel. Gothic Way, on suit une jeune fille qui, on est en 1817 à Édimbourg, qui rêve de devenir chirurgienne. Sauf qu'on est à une époque où les chirurgiens sont pris un peu pour des charlatans, faut dire qu'il y en avait. Et où les femmes, surtout, n'ont absolument pas le droit de devenir chirurgienne. Elle veut un peu forcer le destin et elle travaille avec un certain Jack qui déterre des cadavres et qui du coup va commencer à lui vendre des cadavres pour qu'elle puisse faire des autopsies. Puisqu'on est vraiment dans cette époque où pour apprendre la médecine, il va bien falloir décortiquer des corps et ça va pas être hyper facile. Il y a une dimension un peu fantastique à cette histoire, un peu fantasy, un peu magique. C'est pas la saga la plus folle que j'ai lue dans l'univers gothique, mais j'ai trouvé que l'ambiance était vraiment très chouette. Mais il faut dire que j'ai très bien deviné ce qui se passait dans le tome 1, très rapidement. En termes de suspense, c'était pas foufou. D'ailleurs, Amélie qui l'avait lu avait aussi assez bien deviné ce qui se passait. C'est pas juste moi. Et le tome 2, lui, est complètement surprenant puisqu'on quitte Édimbourg et on va plutôt à Londres. Et j'ai pas du tout vu venir ce qui allait se passer. Et je sais pas trop quoi penser de la fin. Voilà, je préfère vous prévenir. Pour moi, il manque un tome 3 ou un préquel ou voilà, quelque chose parce que en fait, ça ouvre sur un truc hyper chelou. Et je me suis dit, bah mince, en fait, j'ai envie d'en savoir plus. Mais sinon, c'était vraiment... Enfin, vraiment, si vous connaissez Édimbourg, le tome 1 va beaucoup vous plaire. Je pense qu'il y a vraiment des... On parle des rues, etc. Il y a une ambiance très particulière qui est donnée. Et puis, il y a quand même toute cette question de la place de la femme dans cette société et de la non-place des femmes surtout dans cette société. Et ça, c'est très très chouette à lire. Et de mon côté, alors c'est vrai que le gothique, j'en lis pas beaucoup.
mais en automne, j'aime bien ça. Je vous présente une BD qui s'appelle Les Crocs, alors que j'ai ici en version intégrale, mais qui était sortie en 3 tomes à l'origine, de Léa Mazet, chez les éditions de La Gouttière. J'avais découvert au Quai des Bulles l'année dernière, avec cette superbe dédicace. Voilà, c'est magnifique. On est sur ce style-là. Donc très au crayon. Moi, c'est un style, j'avoue, que j'aime énormément, que je trouve hyper chouette. Voilà, bon, je vais pas vous spoiler trop. Et on y suit donc deux enfants, un frère et une sœur, dont les parents en fait travaillent dans un cimetière. Gardent un cimetière, ouais, ils sont croque-morts. Je crois qu'il y a aussi ils s'occupent en fait d'embaumer les corps, etc., etc. Bref, donc eux, ils vivent vraiment la maison, le cimetière en fait c'est leur jardin, c'est leur terrain de jeu. Et voilà, c'est des enfants, je crois qu'ils sont adolescents. Vis-à-vis de leur famille, ils subissent aussi un peu de harcèlement scolaire, donc ça aborde aussi cette thématique. Et puis ils sont un peu tous les deux tout seuls, du coup ils n'ont pas trop d'amis. Et ils essayent de tuer l'ennui en jouant dans le cimetière, en essayant de trouver des choses à faire, des enquêtes à vivre. Et un jour, en fait, ils vont découvrir des sortes de gravures sur les tombes qui vont les mener dans une enquête, effectivement, plus importante que d'autres. Et je ne vous en dirai pas plus, mais j'ai trouvé ça hyper chouette et très intelligent dans la façon de raconter cette période de l'adolescence où les enfants ils vivent aussi des choses dans la sphère familiale. Il y a toute cette quête aussi d'amitié, de qui on est, de qui on veut être, etc. Bref, tout ça sous fond d'enquête, de cimetière, de gang. Enfin bon, bref. C'était vraiment trop chouette. Ça, je l'ai lu, l'intégrale là, je la trouve très sympa parce que du coup c'est vrai que on a un peu envie de tout enchaîner et je l'ai dévoré en une soirée ou en une journée, je sais plus exactement, mais je vous la recommande chaudement, vraiment. Qui dit automne dit rhume, maladie, microbes. Voilà, les trucs un peu moins sympas. Et figurez-vous que dans cette catégorie, c'était pas si compliqué de trouver des livres. Bizarrement, il y avait de quoi faire. Défier l'ami, t'aurais pu la mettre. J'aurais pu aussi le mettre. Alors de mon côté, je me suis dit que c'était l'occasion de vous sortir une petite dystopie, hein, tant qu'on y est. Et la faucheuse de Neil Schusterman, ouais c'est ça, j'arrive jamais à le dire correctement. Chez la collection R à Robert Laffont. Voilà, ça se prêtait particulièrement à une proposition pour l'automne. Il y a 3 tomes et il y a une espèce de tome supplémentaire qui est paru il y a un an, 2 ans, que j'ai là d'ailleurs, que j'ai pas encore lu. Et ils sont sortis en poche. Et si c'est vrai que je crois qu'ils sont sortis en poche aussi. Ouais. Et pourquoi la maladie? Parce que justement, il n'y a plus de maladie. C'est ça qui est pas mal dans celle-là. Donc on suit... En fait, on est dans un monde où la mort a été éradiquée. C'est-à-dire que ce qu'on connaît nous comme le cloud, l'intelligence artificielle, est devenu hyper puissant et a trouvé des solutions à tous les problèmes des humains. Et notamment a résolu le problème de la mort, de la maladie, de la faim dans le monde, de tout ce que vous voulez. Et du coup, c'est cette entité-là qui régit le monde. Et pour quand même avoir un équilibre, il existe des faucheurs qui sont une communauté qui n'ont aucun lien avec cette entité hyper puissante et qui sont là pour faucher des gens, donc pour tuer de façon définitive. Pour pouvoir réguler la population. Et donc chaque faucheur fait un peu comme il veut, voilà. Mais l'idée c'est de suivre un peu des statistiques pour garder une population régulière. Et on va suivre, je sais plus comment il s'appelle maître quelque chose à chaque fois, il y a les faucheurs. On va suivre un de ces maîtres qui va aller embaucher un garçon et une jeune fille, parce que du coup il faut renouveler la population régulièrement des faucheurs, donc ils prennent des apprentis.
Et on va plonger avec eux dans leur apprentissage. Ils sont un peu en concurrence parce qu'il n'y en a qu'un des deux qui peut devenir faucheur ou faucheuse. Et ça, c'est une particularité de ce maître. D'habitude, ils Oui, prennent ils qu'un apprenti, et là, il a décidé d'en prendre deux et de les mettre en concurrence. Voilà. Sympa. Voilà. Qui tuera le mieux. C'est vraiment ça. Sachant qu'il y a vraiment l'un des deux qui, à la fin, deviendra faucheur, et l'autre, il sera mort. Voilà. Donc, on va suivre du coup un peu ces trois personnages et on va se rendre compte qu'on est dans un monde merveilleux qui n'est peut-être pas si merveilleux que ça, qui a des faiblesses. Et ça va aller dans quelque chose de complètement ouf. Ça part très très loin. J'ai pas du tout vu venir la fin, la révélation de la fin de la trilogie. J'étais en mode quoi? Qu'est-ce qui se passe? Du coup, c'était assez surprenant, mais c'est excellent. Ça pose plein de questions hyper intéressantes. Le rapport à Dieu, par exemple, dans un monde où on ne meurt plus, est-ce qu'on continue de croire à Dieu? Quelle est sa place? Même le rapport aux autres, c'est-à-dire que la notion de famille prend une dimension complètement différente quand vous vivez éternellement. Voilà, la responsabilité des enfants, etc., c'est quelque chose. Bref, c'est très très intéressant, très riche. C'est bien écrit, on plonge complètement, et, on a au fur et à mesure des petites informations qui nous permettent d'avancer et de comprendre dans quoi on est en train de plonger. Et puis c'est très particulier parce qu'on suit quand même un faucheur. Voilà, on parle quand même de mort, on parle, par exemple, il y avait une scène qui m'a beaucoup marquée, c'est que dans le lycée du gars, il va aller tuer un garçon et il dit, bah lui je l'ai tué parce que dans le monde où la mort existait, il avait énormément de probabilité de mourir, puisque il buvait, il conduisait, il avait une vie complètement à 100 à l'heure, et puis bah voilà, les accidents de voiture, ça tuait beaucoup, donc bah, lui il serait mort quoi qu'il arrive. Voilà. Voilà, ça pose plein de questions, et c'est très entraînant, et j'avais beaucoup aimé à l'époque où je l'ai vu, vraiment. Moi aussi, ça a été une trilogie coup de cœur. Ouais. Donc une dystopie un peu différente des dystopies apocalyptiques qu'on a vu naître à cette époque-là. Et de mon côté, je pars sur une BD très jeunesse, avec Ernest et Rebecca. C'est une série parue chez Le Lombard. Il y a un petit moment déjà, il y a déjà 9 tomes de sortie. Je crois qu'il y a un 10e en cours, mais je ne suis pas sûre du tout. J'en sais rien. En tout cas, on y suit cette petite Rebecca, qui est une petite fille aux défenses immunitaires assez fragiles. Elle a 6 ans, 6 ans et demi, je crois, quand la série démarre. Et du coup, bah, elle est toute petite, elle a du mal à grandir, elle est tout le temps malade. Et en fait, un jour où elle va sortir pour attraper des grenouilles, parce que son grand délire, c'est d'aller à la chasse à la grenouille, elle va tomber malade et elle va devenir amie avec Ernest, qui est un microbe. Voilà. Donc c'est hyper choupi. Elle est... Mais c'est vraiment la gamine, alors exécrable, mais attendrissante à souhait, très très attachante, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle déteste son médecin, le docteur Fagbert, qui n'a rien compris à la vie et qui... semble avoir une vision de la médecine tout à fait détestable. Voilà, je vous montre quelques planches. Donc déjà au début, elle nous présente toute sa famille, donc sa sœur Coralie, sa mère, son père qui est peintre, le fameux docteur Fagbert, et puis Ernest et elle-même. Elle est hyper vivante, les dessins sont adorables. Elle est souvent habillée avec... soit un collant sur la tête ou une chaussette sur la tête. Enfin, elle est trop mignonne. Vraiment trop trop chou. Et en fait, il va y avoir aussi plein de sujets plus difficiles qui vont être abordés, puisque dans ce tome 1, on se rend compte que ses parents sont en train de divorcer. Voilà. Donc il y a aussi cette question-là. Elle, du coup, elle va voir le nouveau copain de sa mère comme un microbe qui vient détruire la cellule familiale. Tout ça parce que Ernest lui fait aussi pas mal de petits points sur les microbes, sur la cellule familiale, sur plein de choses. Enfin, voilà, leur dynamique à tous les deux est très très drôle. Bref, c'est 9 tomes, j'ai pas encore lu les 9 tomes, j'ai lu au moins 2 tomes. Et je continuerai avec bonheur parce que vraiment c'est drôle, c'est frais. Même si on y parle de microbes. Ah oui, je vous ai pas dit. C'est écrit par Guillaume Bianco et illustré par Antonello Dallena.
Alors, dernier thème, pardon. Il est temps que cette vidéo se termine. Et ben, l'automne, cosy, réconfort, doudou, tout ça, tout ça. Parce qu'il n'y a pas qu'Halloween en automne. Voilà, il y a aussi le reste. Pour ma part, j'ai ressorti cette saga de BD, j'ai que les 2 premiers tomes. Et il faudrait que j'achète la suite parce que j'ai beaucoup aimé. Alors, vous allez me dire pourquoi cosy? Et moi je vous assure que c'est hyper cosy. Alors c'est une petite BD jeunesse chez Casterman de Monsieur Tan, Mr Tan, donc à qui on doit les Adèle. Adèle, donc en fait c'est Antoine Doyle qui est derrière. Et Yonggi Dumo. Ils ont édité une première fois la BD dans des tons comme ça. Hop. Et ensuite ils l'ont réédité. Et le tome 2 je l'ai en couleur. Voilà, donc d'occasion vous pouvez encore trouver les versions en une couleur. Et en neuf vous avez maintenant les versions couleur. Et on suit un petit garçon, sa famille emménage dans une ville qui s'appelle Bellenjoie. Voilà. Et qui a un manoir un peu hanté. Et c'est là que va emménager ce petit garçon avec ses parents. Sauf que ses parents sont des parents très occupés, on va dire, très riches et très occupés, et qui n'ont pas forcément l'occasion de s'occuper du petit garçon. Donc le petit garçon va souvent se retrouver seul dans ce manoir. Sauf que ce manoir, il est hanté par des fantômes, évidemment. Et il va faire copain avec les fantômes, et en fait les fantômes n'ont pas grand chose de terrifiant. Ils vont même devenir sa seconde famille, ils vont s'occuper de lui, ils vont vivre des aventures. Donc dans le 2e tome, c'est en fait à un moment il y a une nounou qui se révèle être pas tout à fait une nounou, et puis elle revient et ils vont devoir la chasser. C'est vraiment une histoire, c'est tout mignon, c'est tout chou, c'est drôle. Moi j'aime beaucoup ce genre de dessin hyper expressif. Et mine de rien, ça aborde voilà, des petits thèmes quand même au fur et à mesure des tomes. Alors du coup je suis très curieuse de lire la suite pour voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est un petit garçon qui est quand même sacrément courageux et, et qui n'est pas sûr de vouloir être embrigadé dans toutes ces aventures avec ces fantômes pas tous très, comment dire, doués. On va dire ça comme ça. Ils sont pas doués pour faire peur, disons. Donc c'est drôle, c'est chou. 109 ris des soupirs. Et de mon côté, je vous ai déjà parlé de mon amour pour cette autrice Michiko Aoyama, qui fait du roman japonais. Et pour moi, qui dit littérature japonaise, dit doudou, réconfort. C'est très lent, mais on se laisse bercer par ces histoires hyper bienveillantes, très humaines. Et ici, avec la bibliothèque des rêves secrets, donc qui est sortie en poche, parce que le livre grand format peut être un peu cher pour... c'est écrit très gros. Oui, c'est un mi-format en plus, c'est ouais. pas un vrai grand format. Moi j'aime bien, j'avoue, c'est chez Nami. Ici c'est chez J'ai lu. Donc voilà. Bref, ici donc on va y suivre 5 histoires de personnages différents qui vont tous avoir affaire à une bibliothécaire un peu particulière qui va les rencontrer et les écouter, et puis ils vont venir avec des demandes par rapport à certains livres, et puis elle va leur sortir une liste en y ajoutant un livre qui n'a rien à voir en bas de la liste, et à chaque fois ça va les intriguer, ils vont l'emprunter et ça va un petit peu bouleverser leur vie à ce moment donné de leur existence. Et voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus. Moi j'avais adoré suivre ces 5 histoires, ces 5 personnages très différents. Donc on suit vraiment des générations différentes, des personnes, des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes. Vraiment des personnes très différentes les unes des autres, mais qui à chaque fois voilà, vont parler de leur quotidien, et puis vont ouvrir en fait leur perspective ou leur pensée ou voilà, leur vision du monde, de leur métier, de tout ça, grâce à ce livre qui parfois c'est un livre de jardinage, parfois c'est un livre, un album jeunesse, parfois voilà, ça dépend. Et en fait cette bibliothécaire, elle a su percevoir derrière voilà, derrière la rencontre, ce qui pouvait les amener à réfléchir à autre chose, à s'ouvrir, etc. Enfin, bref, c'est génialissime. J'avais eu un phénoménal coup de cœur pour ce livre, et depuis j'ai lu tout ce qui est
sorties, sauf son dernier que je me garde là pour cet automne, qui va bientôt passer à la casserole. Voilà. Michiko Aoyama, la bibliothèque des rêves secrets. On a fait le tour de nos 10 thèmes. Bah, ça fait quand même pas mal de livres, je pense. Et vous, quels sont vos livres à conseiller en fonction de ces thèmes-là? Oui, on serait curieux de savoir. Ouais, où est-ce que vous allez exactement? Parce que c'est vrai qu'avec un même thème, on a aussi su prendre des directions un peu différentes toutes les deux. Donc j'imagine que vous avez aussi plein de choses à nous conseiller. Si vous êtes trop timide et que vous savez pas quoi nous mettre en commentaire, n'hésitez pas à nous mettre une petite feuille d'automne ou une petite citrouille ou voilà, un petit vampire, un petit emoji qui vous fasse penser vous à l'automne. Voilà. Exactement. Et puis on se retrouve bientôt et on va vous souhaiter des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt.